Effectivement, je vais aujourd'hui parler de sensibilisation à la douleur et monitorage de la nociception et comment est-ce qu'on peut améliorer et simplifier la prise de décision intraopératoire quant au traitement antinociceptif que l'on veut proposer aux patients. Euh, J'ai, comme d'habitude, quelques conflits d'intérêts à dévoiler. Donc, j'ai des consultances pour différentes compagnies que vous voyez listées ici. Je suis membre du conseil scientifique de Medsense jusqu'à cette année. Subvention de différentes institutions. Les IRSC, c'est les instituts de recherche en santé du Canada. Le NIH, c'est la même chose aux États-Unis. CARF, c'est la Fondation d'anesthésie. La FARC et le Fonds de développement. Enfin, toutes ces choses, toutes les bourses et subventions habituelles. Et puis d'autres types de bourses qui sont des contrats de recherche. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis effectivement professeur à l'Université de Montréal en anesthésiologie et médecine de la douleur. J'ai fait mes études à Grenoble, je suis né à Nice, j'ai fait ma spécialité à Bordeaux, mon PhD en neurosciences, neuropharmacologie à Bordeaux, mon post-doc dans l'Iowa ici, puis je suis revenu à Bordeaux. Et puis j'ai été recruté aux États-Unis en 2007. Et puis de 2007 à 2014, j'étais à Seattle, à l'University of Washington. Et puis, j'ai été recruté à l'Université de Montréal en 2014, 1er janvier 2014. Je suis professeur agrégé depuis là et directeur chair de recherche pour tout le département d'anesthésie. Donc, on va parler aujourd'hui de monitorage de la douleur intraopératoire en 4 points principaux. Pourquoi est-ce qu'on doit monitorer la douleur durant l'acte chirurgical? On va aussi voir les divers moniteurs de la douleur ou de la nociception qui sont actuellement sur le marché. On va voir la validation, les études de validation et les études de sensibilité et spécificité de l'index NOL. On va se focaliser sur celui-là parce qu'on ne peut pas passer tout en revue en une fois. Et puis, c'est le plus récent, donc on va parler de celui-là aujourd'hui. Et puis, on va voir un petit peu quelles sont les utilités cliniques et l'impact sur les issues ou outcomes post-opératoires à plus grande échelle. Donc, pourquoi est-ce qu'on doit monitorer la douleur durant l'acte chirurgical? Alors, je parlerai quelquefois de douleur, quelquefois de nociception. C'est sûr que la douleur, par sa définition, elle doit prendre en compte les composantes psychologiques de la douleur qui n'existent plus sous anesthésie. Donc, sous anesthésie, on devrait parler de nociception seulement et pas de douleur chez un patient anesthésié parce qu'il n'a pas de composante psychologique attenante à sa douleur ou à la nociception, ou à ce que son corps ressent. Donc, on parle de nociception. Pourquoi est-ce qu'on doit monitorer cette nociception? En anesthésie, depuis les 40 dernières années, il y a eu des évolutions dans tous les monitorages. Et puis, on a eu différents types de monitorage d'hypnose, le BIS, le SEDLINE, l'entropie, tout ce qu'on veut bien voir au niveau de l'électroencéphalographie et de ses dérivés. On a aussi des monitorages de relaxation musculaire, qui est une des autres familles qu'on utilise en anesthésie, qu'on a développé et affiné dans les 15-20 dernières années. Et puis, on n'avait pas vraiment de vrai monitorage de la nociception. On avait notre fréquence cardiaque et notre pression artérielle. Donc, c'est sûr qu'en l'absence de moniteurs fiables, on se fiait à nos paramètres cliniques que sont la fréquence cardiaque, la pression artérielle, les larmes, la transpiration, le rythme respiratoire qui s'emballe, les mouvements du patient quand il n'est pas curarisé. Tout ça, ça a une faible sensibilité, une faible spécificité à détecter la nociception durant l'anesthésie et on a voulu aller un petit peu plus loin. Pourquoi? Parce que quand on a une analgésie qui est trop faible durant la chirurgie, on ouvre la porte à des hauts niveaux de sensibilisation de la douleur intraopératoire parce qu'on laisse le patient se sensibiliser sous des forts inputs nociceptifs. Donc, on a un risque de sensibilisation du système nerveux central qui est important, même quand le patient dort et même quand le patient est sous anesthésie et qu'il ne bouge pas. Ce n'est pas parce qu'il ne bouge pas qu'il ne ressent pas, que son corps ne ressent pas la douleur et qu'il n'y a pas quelque chose qui se met en place en termes de sensibilisation. Puis l'analgésie qui est trop forte, en contrepartie, soit on fait une analgésie trop faible et on risque de sensibiliser, soit on fait une analgésie trop forte. Puis ça, c'était mon travail de PhD, puis de postdoc, puis les 20 dernières années où j'ai travaillé sur l'opioid induced hypersensitivity, que vous connaissez sous le terme de OIH, et où l'hyperalgésie induite par les opioïdes. Et donc, on sait que si on se met de l'autre côté du balancier, qu'on donne trop d'opioïdes intraopératoires, on peut déclencher des phénomènes qu'on appelle opioid induced hypersensitivity. Donc, ces deux situations peuvent être évitées si on a et si on utilise un moniteur qui est fiable, sensible, spécifique, robuste et précis pour le niveau de nociception intraopératoire. Donc, on sait, nous, que la sensibilisation du système nerveux périphérique et central, c'est un peu le key point pour développer des douleurs
persistante post-chirurgicale, la douleur chronique post-op. On a écrit une grosse revue là-dessus fin 2018, en décembre 2018, dans l'anesthésiologie pour les stratégies préventives pharmacologiques, mais en expliquant aussi toute la physiologie de pourquoi ça se développe. On sait que le trauma chirurgical et l'absence d'analgésie adaptée, c'est une des raisons de sensibiliser. Puis nos fortes doses d'opioïdes, c'est aussi une des raisons de sensibiliser. Et cette sensibilisation mène aux douleurs chroniques post-opératoires. Ça passe principalement par le récepteur NMDA, ça passe aussi par d'autres récepteurs et d'autres mécanismes qu'on n'a pas le temps de développer aujourd'hui, mais on sait, on connaît un petit peu les cibles thérapeutiques qu'on peut utiliser. Cette opioid-induced hypersensitivity, elle n'est pas nouvelle. Ça, c'est une des premières publications qui en faisait mention dans le CJA, le Canadian Journal of Anesthesia, en 1999. Et dans ce CJA, les auteurs, en fait, ils ont fait une étude et puis ils ont été un petit peu surpris parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils donnaient plus de fentanyl pendant une chirurgie de laparoscopie gynécologique, bah, finalement, ils avaient plus de douleurs post-opératoires ici et plus de consommation d'opioïdes post-opératoire. Donc, ils s'attendaient à l'inverse. Ils s'étaient dit, bah, si on traite, parce qu'on est dans les années 95, là, 95-2000, si on traite les patients avec plus d'opioïdes intraopératoires, ils vont être mieux et on aura moins de douleurs post-op. Et en fait, ils ont eu l'opposé. Donc, c'était une des premières qui montrait ça. Puis en 2005, on a publié une étude qui montrait la même chose, que quand on fait des grosses doses de rémifentanil versus des petites doses de rémifentanil, on augmente cette zone bleue d'hyperalgésie, on augmente les consommations de morphine post-opératoire et les scores de douleur. Donc, c'était une autre façon de prouver que si on fait trop d'opioïdes, ce n'est pas bon et ça induit cette opioid-induced hypersensitivity. Une autre étude, un petit peu plus, quand on remonte dans le temps tranquillement, en 2010, montrait que quand ils faisaient de la thoracotomie avec des péridurales, donc ils installaient des péridurales à tous les patients qui allaient avoir cette thoracotomie, et dans un groupe, ils utilisaient la péridurale intraopératoire et post-opératoire, et dans l'autre groupe, ils n'utilisaient pas la péridurale intraopératoire, ils utilisaient la péridurale seulement en post-opératoire. Et donc, comme ils n'utilisaient pas la péridurale intraopératoire, ils devaient faire des fortes doses d'opioïdes pour contrer ce qu'ils pensaient être la douleur intraopératoire. Et le fait d'avoir fait des fortes doses d'opioïdes intraopératoires, ça a amené à des scores de douleur post-opératoire qui étaient différents et des risques de développer une douleur chronique plus importants quand ils avaient fait des fortes doses d'opioïdes intraopératoires. Puis une des rares qui a fait le lien entre qu'est-ce qui se passe intraopératoire et qu'est-ce qui se passe à distance de la chirurgie, à 6 mois ou 1 an de la chirurgie, c'est celle-ci en 2012 qui disait que si on fait trop d'opioïdes intraopératoires, on augmente le risque de développer des douleurs chroniques à distance. Alors, est-ce que la douleur chronique à distance de chirurgie, c'est important? Là, on a aussi des revues qui sont des années 2000, puis 2006, puis celle-là, la dernière qu'on a faite en 2018. Oui, la douleur chronique, c'est important. Oui, la douleur chronique, ça touche à peu près 5 à 10% de nos patients avec un niveau de douleur chronique qui est disabling. Ça veut dire que le patient s'en plaint, le patient va consulter des médecins pour ça et le patient prend des médicaments pour ça. Donc, quand on prend un 5%, si on veut être optimiste, on va minimiser ça, on va dire un 2 à 5%. Un 2 à 5% sur des millions de chirurgies, c'est quand même parlant. Puis, il y a ce qui nous est arrivé en Amérique du Nord, un petit peu moins en Europe, mais c'est que les fortes doses d'opioïdes aussi, on y fait attention parce qu'on prescrit beaucoup d'opioïdes intraopératoires, on prescrit beaucoup d'opioïdes aussi post-opératoires, et donc on a cette crise des opioïdes qui nous est arrivée avec cette épidémie de gens qui consomment des opioïdes à distance de chirurgie. On a fait une revue de la littérature, une revue systématique de la littérature, et qui montrait dans cette évaluation-là qu'à peu près, à 3 et 6 mois de la chirurgie, à peu près 4% des patients continuent à prendre des opioïdes de façon chronique, alors que leur site chirurgical est complètement cicatrisé et guéri, et ils devraient arrêter de prendre ces médicaments-là. Donc, les hôpitaux nord-américains, malheureusement, ont un peu trop tendance à facilement prescrire des opioïdes, et c'est ça qu'on essaye de contrecarrer actuellement. Puis l'incidence d'une exposition prolongée aux opioïdes après chirurgie peut atteindre près de 50% des patients. C'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir. Donc, l'exposition aux fortes doses d'opioïdes mène aux opioïdes. Ça, c'est maintenant prouvé et connu. Et on doit donc mieux monitorer la nociception afin de réduire les besoins en opioïdes périopératoires. Donc, qu'est-ce qu'on a comme moniteur de la douleur sur le marché actuellement? Ça, c'est une revue de 2013 qui montrait, vous voyez ici sur la gauche, tous les moniteurs qui existaient en 2013.
et on n'avait pas encore le NOL ici, donc c'était des revues de littérature qui existent. Là, je vous ai mis une photo un petit peu de tout ce qui existe comme moniteur, le pupillomètre, la conductance cutanée, le SPI-SSI, l'ANI. Tous ces moniteurs-là ont été développés jusqu'aux années 2010. L'ANI est sortie en 2010 sur le marché en Europe, donc c'était les plus anciens moniteurs. Puis on a écrit des revues, différentes personnes ont écrit des revues sur de la littérature à différents moments, dans les 10-15 dernières années. Et on est arrivé à cet index-là, le NOL Index, que vous voyez ici en chiffres représentés ici avec les tendances sur les 5 dernières minutes, qui est un index basé sur la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la conductance cutanée, la température, les variations de ces paramètres et l'amplitude de la plethysmographie. Basé là-dessus, on en tire un index qui est dit multiparamétrique, un petit peu plus robuste que les uniparamétriques. Et puis, donc, nous, dans notre hôpital, c'est à peu près ce qu'on a. On a des Draeger à 500 Perseus avec des Infinity dans tous les blocs opératoires. Ici, vous voyez le top scan de chez Draeger qui est vendu par Draeger, mais qui est fait par une autre compagnie française. Et puis, on a le NOL et le BIS Index, qui est notre monitorage de base de l'anesthésie générale. Donc, est-ce que ces moniteurs-là sont valides, sensibles et spécifiques? Donc, les études de validation, d'abord, ont commencé dans les années 2013. C'est la première qui venait de la compagnie, parce que ces gens-là sont les gens de la compagnie, à part Ruth, qui est une de nos collègues anesthésistes en Israël. Mais sinon, ça, c'est la compagnie initialement qui a mis ça sur le marché récemment. Donc, ils ont sorti cette étude de validation où ils montraient que le NOL Index, on va regarder le bleu ici, puis le ROC curve ici de sensibilité, spécificité, le NOL Index bat la fréquence cardiaque en violet et bat la variabilité de la fréquence cardiaque ici en vert, parce que c'est un index multiparamétrique qui semblait plus robuste. Puis ils l'ont testé dans des périodes d'intubation, d'incision, de stimuli mineurs et puis aussi de périodes sans stimulus pour savoir que quand il n'y a pas de stimulus, est-ce qu'il varie tout seul ou non. Donc, en construisant ce type de dessin d'études, ils ont montré que la sensibilité et spécificité étaient meilleures que les paramètres cliniques qu'on utilise habituellement. Toujours dans la validation, anesthésiologie 2015, anesthésiologie 2016, puis celle-ci en 2018, puis celle-là en 2019. Les deux dernières sont de nous à Montréal. Celle-ci vient d'Israël et celle-ci vient de Netherlands, de Leiden en Hollande. Et ces trois études retrouvent la même chose si vous regardez le NOL Index. Le NOL Index, à chaque fois, bat les autres index en termes de sensibilité, spécificité. Donc, on va dire que la validation, depuis 2013 jusqu'à 2019, elle a été prouvée et la sensibilité spécificité semble être meilleure que nos paramètres cliniques habituels. Alors, est-ce que ça a une utilité clinique? Est-ce qu'il y a une importance clinique à utiliser cet index-là, cet index NOL? Encore une fois, je vais prendre que l'exemple du NOL parce qu'on a 20 minutes seulement pour discuter de ça et c'est très rapide, on approche de la fin. Donc oui, dans anesthésiologie qui est sorti en 2019, celui-là, l'utilisation du NOL intraopératoire a permis de réduire la consommation intraopératoire d'opioïdes. Donc là, c'était du rémifentanil utilisé intraopératoire. Vous voyez qu'il y a une différence significative entre la consommation de ce groupe-là versus ce groupe-là. Il y avait un groupe standard of care, ça veut dire un traitement habituel sans le NOL, et donc une décision à donner des opioïdes ou à augmenter ou descendre les opioïdes en fonction à la discrétion de l'anesthésiologiste et en fonction de son expérience. Et ici, dans ce groupe-là, c'était le NOL qui guidait. Donc, quand le NOL était au-dessus d'un certain seuil, ben, on disait qu'il faut donner de l'opioïde en plus. Et quand il baissait en dessous de ce seuil, ben, ils baissaient leur consommation d'opioïdes, qui était le rémifentanil dans cette étude-là. 30% de moins d'opioïdes intraopératoires. Et puis, aussi un impact sur les événements hypotensifs et la consommation de vasopresseurs. Moins de vasopresseurs, moins d'événements hypotensifs. Donc, c'était intéressant pour cette étude-là. Puis, une autre étude de 2020, c'est le même groupe, Leiden Netherlands, qui publie cette fois-ci dans le British Journal of Anesthesia. C'est pas encore, c'est accepté, mais c'est online seulement pour l'instant, où il montre que l'utilisation du NOL index intraopératoire leur a permis de réduire les scores de douleur en PACU, en salle de réveil. Ceux qui étaient guidés par le NOL intraopératoire avaient moins de douleur post-opératoire parce qu'a priori, ils avaient mieux géré les événements douloureux et il y avait peut-être eu moins de sensibilisation et moins de douleur intraopératoire, donc moins de douleur post-opératoire, parce que la douleur intraopératoire avait été mieux cernée et mieux gérée de façon appropriée. Et de façon intéressante, ce que rapportait une étude aussi de Funke et al. Dans Anesthesia Analgesia,
quand on traite bien la douleur au bon moment en intra-opératoire, eh bien, on a l'axe corticotropes qui s'emballe moins, et donc moins de cortisol et moins de sécrétion d'ACTH. En bleu, c'est le groupe NOL, avec moins de réactivité de l'axe corticotrope et donc de l'axe du stress intra-opératoire, disant qu'a priori, quand on fait du monitorage de nociception intra-opératoire, on va réduire cet axe corticotrope et sa réactivité à la douleur ou aux stimuli nociceptifs. Puis nous, on a soumis ça à l'ASFAR. Malheureusement, l'ASFAR a été annulée et l'ASA qui s'est tenue online. Donc, c'est une étude qui a été faite à Montréal qui regardait en hystérectomie par laparoscopie la consommation de fentanyl, parce que le fentanyl est encore une drogue très utilisée en Amérique du Nord. Donc, on avait une différence significative de consommation de fentanyl intraopératoire quand on utilisait le NOL versus le standard of care, donc sans NOL pour guider notre analgésie. Et on avait aussi, de façon intéressante, des scores de douleur et des consommations d'opioïdes qui n'étaient pas significativement différentes, mais qui avaient quand même un intérêt en post-opératoire, avec à peu près 30 à 40 de réduction de la consommation d'Ilodid à 24 heures de la chirurgie. Donc, ce n'est pas anodin, même si ça ne sort pas statistiquement, c'est quand même un 30 à 40 de moins d'opioïdes nécessaires en post-opératoire. Donc, en conclusion de cette présentation rapide, on a différents index actuellement et différents moniteurs qui existent. On a parlé du NOL actuellement. Ce sont des index qui sont validés. Les études de validation sont faites. Donc, est-ce que c'est plus sensible, plus spécifique? Oui. Et puis, ça a été fait sous anesthésie, chez des patients sous anesthésie. Le NOL est le seul qui est multiparamétrique. Est-ce que ça le rend plus robuste? Il faut faire des études de comparaison directe, ce qui n'existe pas actuellement dans la littérature. Donc, il faudra faire ce genre d'études plus tard. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'éléments ou études qui permettent d'établir sa supériorité sur les autres index, mais pour notre pratique clinique, moi, j'ai l'impression qu'il me rend plus service que certains autres. Il semble cependant que ces moniteurs peuvent réduire la consommation intra- et post-opératoire d'opioïdes, comme on vient de le démontrer, et d'améliorer aussi le management post-opératoire de la douleur, comme on commence à le voir dans les études. C'est sûr qu'il va falloir aller chercher des outcomes un peu plus à plus long terme, à 3 et 6 mois, pour voir si on change cette consommation d'opioïdes à distance et cette douleur chronique à distance.